Évasion, frissons et découvertes sont au programme de votre week-end, mais problème, vous êtes en manque d'inspiration, alors stop, arrêtez tout, cette émission est faite pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alpizer, le magazine qui réinvente vos week-ends. Alors gonflez vos poumons et respirez l'air pur de nos montagnes, puisque la première étape de notre road trip enneigé vous emmène sur les plateaux du Vercors. C'est là-bas, dans ces paysages sauvages et préservés, que Régis Kahn trouve sa source de dépaysement et d'itinérance. Spécialiste du ski de randonnée nordique, il part souvent bivouaquer dans cette immensité blanche arrimée à Sapulka, rencontre avec ce passionné des grands espaces. Bonjour Régis. Bonjour. Alors merci de nous emmener avec toi pendant une de tes balades. Alors on va pas se mentir, cet hiver le Vercors a pas été forcément très gâté par la météo, la neige on la cherche un peu, mais comment tu fais du coup pour t'adonner à ta passion qui est le ski de randonnée nordique ? Alors on est déjà en milieu d'hiver, donc tout n'est pas terminé. Et l'avantage de la randonnée nordique, c'est qu'il suffit de peu de neige en fait, et surtout pas de besoin de préparation de neige. Donc à partir du moment où il y a 4-5 cm de neige, on peut pratiquer le ski sauvage. Alors c'est une pratique qui a un petit peu le vent en poupe, mais on va dire il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui la connaissent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Alors c'est vrai que c'est le ski de randonnée nordique, comme son nom l'indique, on fait de la randonnée à ski sur des terrains nordiques. C'est vrai que c'est une pratique qui a le vent en poupe parce que c'est un sport de nature où on va s'immerger en pleine nature. C'est aussi en fait l'ancêtre du ski, malgré le fait qu'on le connaisse un petit peu moins au profit d'autres glisses de montagne, comme le ski de fond par exemple ou la randonnée alpine. Et en fait c'est un ski qui est un peu à l'intermédiaire de ces deux activités. Le principe c'est qu'on a toujours le talon libre et qu'on va évoluer sur des terrains nordiques. Donc ça va être comme ici sur le Vercors, sur des plateaux d'altitude, et on va alterner des montées, des descentes et des plats aussi, sans manipulation. Donc le principe c'est pas tellement de monter et descendre, bien qu'on aura des fortes montées, des belles descentes et on se fera plaisir dans l'effort de la montée et dans le plaisir de la glisse, mais l'idée c'est vraiment une immersion, une découverte du territoire. Ça nécessite du coup une technique un peu particulière ? Oui, alors ça nécessite toutes les techniques de ski. C'est vrai que le fait qu'on a le talon libre, c'est toute la difficulté, mais c'est aussi tout l'enjeu et tout le bonheur de cette activité, parce qu'à partir du moment où on a le talon libre, on a les genoux qui sont libérés, on a les talons qui sont libérés, et on va pouvoir s'adonner au plaisir de la génuflexion, donc du télémark. Mais je précise que le télémark n'est pas obligatoire, alors pas du tout, mais c'est fortement recommandé pour des questions de plaisir et d'esthétisme. Mais pour répondre à ta question, Julie, on peut utiliser le pas du télémark, on peut utiliser son style alpin, de technique de descente classique. Et puis il y a aussi beaucoup de systèmes D, parce qu'encore une fois, on est dans un jeu d'équilibre, donc on va se servir du terrain, on va se servir de ses genoux comme des ressorts pour accepter tous les rebonds, tous les aspérités du terrain. Alors qui dit technique un peu particulière dit forcément matériel spécifique à la pratique. Oui, alors là pour le coup on a du matériel spécifique à la pratique. On a des skis, alors on a différents types de skis, on peut avoir des skis étroits et des skis plus larges. Actuellement on est plutôt quand même sur des terrains quand c'est un peu accidenté, sur des skis un peu plus larges. Le principe c'est qu'on a une fixation qui laisse toujours le talon libre. Sur ces skis on a des quarts métalliques et surtout on a des écailles. Et ces écailles en fait vont permettre d'être un système d'anti-recul, de retenue, donc qui vont nous permettre de monter sans dévaler la pente à la descente, et puis tout en laissant suffisamment de glisse. Si ces écailles ne sont pas nécessaires, on va, comme en randonnée alpine, utiliser des pots de phoque qui nous permettront d'aller sur des ascensions un petit peu plus pentues. Alors tu parlais de plateau, ici on est dans le Vercors, je suppose que le Vercors se prête bien à la pratique du ski de randonnée nordique ? Oui, alors le Vercors c'est un haut lieu de la pratique du ski de randonnée nordique, parce qu'en fait son territoire, sa géologie fait que on peut la pratiquer partout, du nord, là on est au nord du Vercors, mais jusqu'au sud, on le voit bien. C'est des plateaux d'altitude, il y a des combes, il y a des pistes forestières. Donc oui, c'est une des hautes terres de la randonnée nordique. Et à partir du moment, pour répondre à ta question de tout à l'heure, à partir du moment où il y a un petit peu de neige, 3, 4, 5 cm, on peut faire de la randonnée nordique. Alors c'est évident que si les conditions comme aujourd'hui avec de la bonne poudreuse, on va se régaler. Mais la randonnée nordique, quels que soient les états de neige, que ce soit une neige poudreuse, une neige gelée,
eh bien on peut la pratiquer. Et puis je dirais même que s'il n'y a pas de neige ou s'il y a des secteurs où il n'y a pas de neige, le randonneur nordique s'en moque. On a des chaussures pour marcher, on va faire de la randonnée, on mettra les skis sur le dos et puis c'est pas en l'enjeu. un clic, en fait. ils sont enlevés et ça va très vite. C'est très facile de les enlever, ouais, tout à fait. Alors toi aussi, ce qui te plaît, ce sont les traversées au long cours arrimées à une poulka. Alors qu'est-ce que c'est une poulka ? Oui, alors déjà, qui dit rando nordique dit peut-être des journées, des sorties à la journée, mais après on est attiré par cette itinérance. Et donc l'itinérance, c'est de partir sur plusieurs jours. Alors il y a plusieurs façons de le faire, de refuge en refuge. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre ma pulka. Donc c'est un traîneau, c'est le traîneau traditionnel du peuple Sami, donc en Scandinavie. Et dans ce traîneau, on va mettre toutes nos affaires, la tente, le réchaud, et je vais partir en itinérance sur plusieurs jours, dormir dans ma tente, et puis être complètement autonome avec mon petit réchaud, ma petite popote, et puis profiter. Là, pour le coup, c'est une vraie immersion en pleine nature. Et le Vercors s'y prête merveilleusement bien, notamment avec la partie du sud, sur les hauts plateaux du Vercors, au cœur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Alors pour ceux que ça intéresserait, tous les hivers, depuis quelques années, tu organises un raid sur 3 jours. C'est baptisé Aventure Nordique et c'est en totale autonomie justement avec des poulkas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Oui, l'Aventure Nordique, c'est un raid à ski de 3 jours qui se déroule principalement donc, sur les hauts plateaux du Vercors. Raid à ski de randonnée nordique avec pulka. Et l'idée, c'est de proposer à 12 élus, puisque c'est sur inscription et c'est limité à 12 personnes, 12 chanceux et chanceuses qui vont s'immerger sur le territoire. Et alors c'est pas un raid organisé comme on pourrait l'entendre par une agence de voyage, c'est pas une sortie entre amis, c'est un rassemblement de passionnés mais encadré par des professionnels. Et donc on propose à ces 12 personnes de s'immerger dans le territoire, de le découvrir avec des apports techniques, notamment sur l'environnement, aussi sur le matériel, sur la sécurité. Et puis à la fois c'est aussi très convivial. C'est presque plus fort qu'une sortie entre amis. En tout cas, les gens qui sortent de là ou de 3 jours d'immersion en ressortent émerveillés. Mais tout le monde peut s'inscrire ou il faut quand même déjà pratiquer l'activité de base ? Il faut déjà être confirmé, effectivement. C'est pas une activité de découverte. Il faut déjà être capable de skier sur plusieurs heures, voire sur plusieurs jours, de porter un sac à dos. Donc c'est vrai que ça s'adresse à des gens un peu plus confirmés. Alors le ski de randonnée nordique, on l'a dit, c'est ta passion. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as aussi créé un site qui est quand même devenu la référence pour les pratiquants. Ça s'appelle skirandonneenordique.com. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des topos, des conseils, des explications de sortie ? Oui, alors c'est un portail dédié à la pratique du ski de randonnée nordique qui met en valeur cette activité qui est ouverte à tous, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels et les institutionnels. Mais les particuliers vont pouvoir s'inscrire, c'est totalement gratuit. Ils vont pouvoir partager et prendre des informations. Alors partager, parce qu'il y a un forum de discussion, partager des sorties aussi, et puis prendre des informations sur des itinéraires. On publie aussi régulièrement des tests de matériel. Donc il y a beaucoup d'échanges autour de la pratique pour mettre en valeur la pratique, mais aussi pour mettre en valeur les territoires, que ce soit dans le Vercors, que ce soit en Chartreuse ou dans d'autres territoires français comme le Jura par exemple. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et au-delà de cet échange un petit peu virtuel, c'est souvent aussi l'excuse pour trouver des partenaires, des coéquipiers et de se retrouver sur le terrain de manière assez régulière. Merci beaucoup en tout cas Régis de nous avoir expliqué cette pratique qui donne vraiment envie d'essayer pour aller explorer un petit peu le Vercors et ses alentours. Merci Régis. Il ne vous reste plus qu'à oser le ski de backcountry comme on l'appelle. Merci. Avec plaisir. Si beaucoup comme Régis s'adonnent au plaisir de la glisse dans la journée, d'autres optent pour des sensations différentes, plus originales. À la lueur de leur frontale, ils sont de plus en plus à opter pour la version nocturne du ski de rando, à la sortie du boulot dans une ambiance presque mystique, une activité qui n'est pas sans danger, surtout lorsqu'elle se pratique aux abords des pistes. À Champs-Rousses, un itinéraire spécial a donc été créé, praticable de 18h à 22h en toute sécurité, avec une vue époustouflante sur la vallée. La nuit commence doucement à tomber sur la station de Champs-Rousses, mais la journée n'est pas finie pour autant. C'est à ce moment-là qu'il est possible de partir en randonnée sur l'une des pistes du domaine pour finalement rallier la fameuse croix de Champs-Rousses, une activité qui depuis son lancement est plébiscitée par le plus grand nombre.
On voit qu'on a un afflux de plus en plus important de ski de randonneurs. Du coup, pour nous, pour un aspect sécuritaire, bien évidemment, on essaye de concentrer ces flux sur un itinéraire qui part de Champs-Rousses-Raucoing 1650 et qui va jusqu'à la croix de Champs-Rousses à 2250 mètres d'altitude. Là, on peut le voir déjà ce soir, on a croisé une dizaine de randonneurs. Donc c'est une pratique qui se démocratise. Les gens souhaitent, après le travail, faire une petite déconnexion et venir se faire 600 mètres de dénivelé, venir profiter de la vue avec une vue panoramique sur la station de Champs-Rousses et une vue plongeante sur Grenoble. Donc voilà, c'est vraiment magnifique avec les étoiles et on est seul au monde, c'est vraiment un super produit. Pour la station, l'initiative est donc un immense succès, une réussite à encadrer et qui a pour enjeu principal évidemment la sécurité des randonneurs tout au long de leur ascension ainsi que de leur descente. On a créé cet itinéraire où on garantit que de 18h à 22h, il n'y a pas de damage au treuil. On va pouvoir rencontrer peut-être une dameuse ou un scooter des services techniques, mais on ne va pas rencontrer de dameuse avec le treuil. Il est donc possible d'emprunter cette piste avec des skis de rando, des raquettes, de bonnes chaussures, mais pas seulement. Moi c'est un peu particulier parce que je suis snowboarder et du coup pour monter en randonnée avant c'était les raquettes et aujourd'hui la démocratisation du splitboard ça nous ouvre un beau terrain de jeu. En fait c'est un snowboard de randonnée, on sépare la planche en deux pour la montée, on a des pots de phoque comme en ski de randonnée et à la descente on rattache les deux morceaux entre eux pour former un snowboard en fait. Cette activité a été primée par les trophées du ski de rando et vient d'être reconnue comme le plus bel itinéraire de France, une récompense qui met un peu plus en lumière un loisir qui, à n'en pas douter, attirera encore cette année de nombreux adeptes. Allez, on déchausse et on enfile notre tenue de rider, direction l'Alpe d'Huez, ses couloirs et ses spots mythiques de ski hors piste pour faire le plein d'adrénaline et de sensations fortes. C'est à 3300 mètres d'altitude au Pic Blanc que nous avons rendez-vous avec Alex. Il est membre du bureau des guides de l'Alpe d'Huez. Il nous expliquera tout sur la pratique du ski hors piste et bien sûr il nous rappellera les consignes de sécurité. Allez, on va le rejoindre. Bonjour Alex, donc tu es guide de haute montagne, tu es membre du bureau des guides de l'Alpe d'Huez. Alors déjà, est-ce que en quelques mots tu pourrais nous expliquer le ski hors piste, c'est quoi ? Alors déjà bonjour Julie, bienvenue à l'Alpe d'Huez, déjà au sommet du Pic Blanc. Alors si on peut définir le ski hors piste, en un seul mot je dirais moi c'est la liberté. C'est sortir des sentiers battus, donc c'est-à-dire sortir, à partir du moment où on sort des pistes balisées, là on est sur du domaine du hors-piste. Voilà. Est-ce que ça demande une technique particulière, le ski hors-piste ? Ou est-ce que ça se rapproche quand même pas mal du ski qu'on peut faire sur les pistes, comme tu as dit, balisées dans la station ? Alors une technique particulière, je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il faut être à l'aise en toute neige tout terrain. On va dire, nous... Quand les gens arrivent au bureau et puis veulent tenter l'expérience, on dit être à l'aise sur une piste noire, être capable de descendre dans des bosses de manière aisée. Alors, et après, la technique s'affine en pratiquant. Est-ce que ça demande une certaine condition physique ? Est-ce que tout le monde peut faire du ski hors piste ? Alors, oui, je dirais à partir du moment où les critères techniques sont là, au niveau physique, suivant les conditions de neige, c'est accessible quand même à un grand nombre de personnes. On ne fait pas que des choses extrêmes, on a des itinéraires où on ne fait que descendre et puis de manière douce et facile. C'est aussi la balade, on peut faire ça en famille, il n'y a pas besoin d'avoir une grande compétence physique, quoi. Voilà. Alors on l'a dit, quand on skie en dehors des sentiers battus, donc en dehors des domaines balisés, on s'expose forcément aux risques et aux risques d'avalanche. Quelles sont les règles de sécurité à connaître quand on part en ski hors piste et qu'on n'est pas forcément accompagné d'un guide ? Alors après, c'est difficile de définir ça en deux mots, mais il faut avoir une connaissance un peu nivologique. Donc on a des informations données par Météo France, c'est un bulletin qui s'appelle le BERA, donc sur lequel il y a un indice de risque qui est quantifié d'une échelle de 1 à 5, 5 étant le risque le plus fort, 1 le plus faible. Donc déjà avoir un minimum de connaissances et arriver à interpréter ce BERA. Ensuite, je dirais le choix d'itinéraire qui est prépondérant. Voilà. Et après, c'est assez compliqué de... Enfin, je veux dire, sans un professionnel, ça demande quand même
On peut en pratiquer évidemment, mais il faut être modeste, quoi. Enfin, je veux dire modeste sur les itinéraires, modeste sur le choix des pentes, le choix du terrain. Faut s'y connaître peut-être aussi un petit peu en nivologie. Alors, le BERA, voilà, c'est un peu de l'interprétation de la nivologie. Et ça, je dirais que c'est vrai que c'est pas si simple parce que même nous, des moments donnés, au plus on pratique, au plus on a l'impression d'en connaître et au moins l'impression de savoir. Mais surtout, ouais, une interprétation nivologique et puis surtout un choix du terrain. Le choix du terrain en fonction, oui, effectivement, des dernières précipitations, du vent qu'il y a eu, enfin, bon, tout ça, c'est juste de l'interprétation du BERA. Voilà. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas parce que ça a été skié que c'est pas dangereux. Alors oui, ça c'est évident, hein. C'est pas parce qu'il y a des traces, parce que déjà on ne sait pas qui a fait les traces, quoi, comment, et effectivement on a eu déjà des cas de problèmes d'avalanche avec des itinéraires qui avaient déjà été skiés. Ça c'est assez fréquent d'ailleurs, hein. Ça peut arriver. Et puis l'important, la règle numéro 1, c'est qu'il faut sortir bien équipé. Alors, effectivement, oui, quand on sort hors piste, il faut sortir bien équipé. C'est-à-dire qu'on a un triptyque qui est indispensable. C'est DVA, pelle, sonde. Et ensuite aussi la chose sur laquelle on pense pas nécessairement, mais c'est arriver à avoir un moyen de communication aussi, hein, si jamais on a besoin de déclencher des secours. Donc alors le téléphone, mais en montagne il passe pas tout le temps, hein. Et alors bon, une radio, mais en fait ça c'est les professionnels qui ont des radios. Et voilà, ouais, un équipement minimum, ouais, absolument. Pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait le principe de ce fameux triptyque, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi ça sert? En quelques mots, le DVA, donc détecteur de victimes avalanche, c'est un petit appareil qui a deux positions, qui fait émetteur-récepteur, d'accord. Donc lorsqu'on part en hors-piste, nous on le met sur nous, le plus près du corps, on le met sur émission. Et si vous voulez, s'il y a un problème d'avalanche, ce même appareil, on peut le switcher en réception. Et donc en gros, hein, on a une multitude d'informations sur l'appareil, donc la direction, la distance et le son. Au plus on va se rapprocher de l'appareil qui émet, au plus le son va être important, la distance va se réduire, bon, et puis la flèche va indiquer la bonne direction. Et en fait, si vous voulez, c'est le seul moyen rapide et efficace de se sortir d'une situation un peu compliquée, en sachant que les 20 premières minutes sont prépondérantes et primordiales au niveau des secours. Voilà, enfin au niveau des premiers secours. Alors beaucoup de gens disent souvent que les skieurs hors piste sont inconscients, qu'ils se mettent en danger. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites du hors piste? Alors pourquoi on fait du hors-piste? Ça c'est une très bonne question, parce que c'est mon métier, parce que j'aime ça, et puis c'est ce que j'ai dit, je crois que c'est parce qu'il y a ce côté aussi liberté, hein, d'aller dans la montagne, faire sa trace, aller découvrir des endroits, aller dans des endroits où il n'y a personne. Je crois que c'est un peu tout le contraire finalement de ce que l'on vit dans la vie de tous les jours en ville, quoi, hein. Moi le premier sens à ça, c'est la liberté, puis le partage aussi, c'est des moments qui sont quand même... Puis il y a la glisse, hein. Puis la glisse c'est quand même vachement agréable. Voilà. Alors légalement parlant, la pratique du ski, elle n'est pas interdite, elle est déconseillée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que quand on part comme ça, on est sur notre propre responsabilité s'il nous arrive quelque chose. Alors je crois qu'elle n'est pas déconseillée, c'est qu'elle est ni interdite pour l'instant, hein. C'est vraiment un des derniers espaces de liberté, c'est la montagne. Par contre, il faut savoir que dès qu'on part en hors-piste, on est sous notre propre responsabilité. Voilà. Donc, bien que en France les secours soient gratuits, hein, ce qui est une chance. Ce qui est une chance, il faut le rappeler, parce que dans les pays frontaliers, c'est pas la même, Italie, Suisse. On est sous notre propre responsabilité. Certains moments, il y a une forme d'interdiction, ça peut, mais c'est un arrêté municipal ou préfectoral lié à vraiment des conditions exceptionnelles. Mais pour l'instant, et on se bat pour que ça continue dans ce sens-là, quoi. Que ce soit un espace de liberté. Donc c'est pas interdit, hein, mais c'est juste, il faut on essaie de sensibiliser, d'éduquer les gens quand ils partent hors piste, c'est pas anodin, quoi. C'est sous leur propre responsabilité, puis c'est pas rien, quoi. Voilà, il faut savoir ce qu'on fait, quoi, hein. Alors on l'a dit au début
début de l'interview, on est au sommet du Pic Blanc, à 3300 mètres d'altitude. Donc il y a une vingtaine d'itinéraires et de couloirs mythiques ici. Est-ce que tu peux nous faire rêver? Qu'est-ce qu'on peut faire ici en hors-piste? Alors, l'Alpe d'Huez, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la chance justement de monter à 3300 mètres d'altitude. On a des hors-pistes qui font quasiment jusqu'à 2000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire sur le versant est des Grandes Rousses. Donc derrière nous, on a plusieurs itinéraires qui nous amènent jusqu'au village de Clavent. On a un itinéraire mythique et très accessible qui s'appelle le glacier du Grand Sablat. Donc c'est un itinéraire en pente relativement douce. La descente peut durer un long moment. Et ensuite, en marchant plus ou moins longtemps, on peut aller plus loin dans la montagne, toujours sur ce versant est. Et ensuite, sur le versant ouest, donc qui regarde l'Alpe d'Huez, donc derrière moi, on a aussi une multitude d'itinéraires, plus ou moins alpins, en allant jusqu'à Vaujany. Voilà, on ne manque pas de richesse et de diversité à l'Alpe d'Huez pour le ski hors piste. Voilà. Alors pour ceux par exemple qui n'oseraient pas se lancer seuls, vous qu'est-ce que vous proposez au bureau des guides? Au bureau des guides, nous on propose tous les types d'hors-piste imaginables et possibles sur l'Alpe d'Huez, en fonction évidemment du niveau. Donc on fait ça en journée ou en demi-journée. Voilà, donc soit on fait des grands itinéraires et puis ensuite on revient par divers moyens sur la station. Et sinon on peut faire des hors-pistes en demi-journée par ce qu'on appelle par gravité, donc plutôt côté Alpe d'Huez, qui nécessite pas nécessairement beaucoup d'expérience. Il faut franchir le pas, quoi, en fait. Il faut essayer. Il n'y a plus qu'à. Apparemment, l'Alpe d'Huez est parmi les 10 stations pour le hors-piste. Les 10 meilleures stations, tu dirais que c'est vrai? Je dirais que c'est vrai, il y a un peu de chauvinisme, mais pour me déplacer... Faut être chauvin, faut être chauvin, ouais. Mais pour beaucoup me déplacer dans les Alpes, effectivement, c'est un des musts de l'arc alpin pour le hors-piste, qui mérite à être connu, bien que on est quand même bien content que ce soit pas trop connu, comme ça on peut faire des traces, mais ça mérite à être connu. Puis on a quand même la proximité de la Grave, et à savoir que nous les guides, on n'est pas cantonné à rester qu'à l'Alpe d'Huez et on se déplace dans différentes stations, voire même à l'étranger. Et donc, si vous franchissez le cap, vous irez de bonnes surprises en bonnes surprises, j'espère. Voilà. Mais il n'y a plus qu'à, en tout cas. Il n'y a plus qu'à, voilà. Il n'y a plus qu'à chausser les skis et à descendre. Voilà, merci beaucoup, Alex, en tout cas. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt. Ils sont indispensables dans la pratique du ski, histoire de ne pas attraper d'onglet. Je veux bien sûr parler des gants. Mais saviez-vous qu'au 19e siècle, Grenoble était la capitale mondiale de la ganterie. Pas les gants techniques ni les grosses moufles, mais les gants fins, délicats et féminins, entièrement faits main. Aujourd'hui, ce savoir-faire ancestral est détenu par un seul et unique maître gantier. À 70 ans, Jean Stratzeri fabrique toujours ses modèles dans son atelier boutique de Grenoble. Charlotte Faulkner l'a rencontré. Ce sont les bruits des ciseaux et des machines à coudre qui résonnent dans l'atelier de Jean Stratzeri. Les gestes de ce maître gantier sont techniques et précis, et pour cause, cela fait presque 60 ans que Jean travaille le gant. Depuis 1964 et son arrivée en tant qu'apprenti, Jean Stratzeri n'a jamais quitté la ganterie Lesdiguières-Barnier, où il travaille le gant en peau de chevreau. C'est une matière noble qui est très agréable à travailler, puis ça vous laisse un esprit assez libre pour la création, parce qu'on peut faire tout un tas de choses on peut faire tout un tas de modèles dans les gants, et c'est cette matière, c'est surtout la noblesse du cuir. PDG de la ganterie depuis 1979, Jean est également le seul meilleur ouvrier de France de la profession. Dans son atelier rue Voltaire, il est le dernier représentant de cette tradition remontant au XVIe siècle. 20 à 22 pièces sont nécessaires pour la création d'une paire de gants en peau de chevreau. Ça, c'est une peau qui a été déjà triée, qui a été toute teinte. Elle a été affinée à l'épaisseur demandée. Et aujourd'hui, son envie première est de transmettre son savoir et ses connaissances. Vous savez, la retraite des gantiers, la plupart du temps, c'est quand on les met dans un cercueil, malheureusement. Et moi, je me dois de continuer en plus, parce que sinon, vous voyez, si je ne continue pas, le métier disparaît carrément. Et comme depuis 20 ans, c'est un peu le but de ma vie, c'est d'essayer de ne pas partir avec mon savoir,
Et donc, je continue tant que je peux. Difficile pour Jean de savoir combien de temps est nécessaire à la création d'un gant tellement les modèles et les étapes de création sont nombreuses. Mais dans son atelier, Jean crée 250 à 300 paires de gants par mois. Des gants qui continuent d'avoir une renommée internationale car Jean Stratzeri continue d'en envoyer aux États-Unis, au Japon, en Allemagne ou encore en Autriche. Petit retour en arrière à présent, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Petite femme discrète aux lunettes rondes, Rose Valland est loin d'incarner l'image d'une héroïne des temps modernes et pourtant, dès 1940, cette sage conservatrice de musée va enfiler le costume de l'espionne et ainsi permettre, dès la Libération, la restitution de milliers d'œuvres d'art spoliées par les nazis. Un parcours hors norme que retrace le musée dauphinois à travers son exposition baptisée Rose Valland en quête de l'art spolié, une histoire à découvrir jusqu'au 27 avril 2020 que nous raconte Laurie Baillet. Rose Valland, c'est elle, une figure de la résistance française d'origine iséroise. Rose est née en 1898 dans une famille modeste à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Elle se passionne pour les beaux-arts et l'histoire de l'art. Elle réalise un cursus brillant, d'abord à Grenoble, puis à Lyon et enfin à Paris, et intègre le musée du jeu de paume en 1932. Alors que le musée devient à partir de 1940 un lieu de transit des œuvres d'art spoliées par les nazis, Rose Valland reste à son poste. Rose Valland était une femme conservatrice de musée qui a beaucoup œuvré au jeu de paume pendant la Seconde Guerre mondiale. En prise directe avec les nazis, elle va recueillir des informations précieuses dans ce lieu sur l'origine des œuvres qui ont été spoliées par les nazis et l'endroit où ces œuvres vont être envoyées en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie. Ce travail va permettre de retrouver quelques 60 000 œuvres d'art. Sur ces 60 000 œuvres d'art, 45 000 vont être restituées aux propriétaires légitimes, la plupart du temps des familles juives. Pendant l'occupation, la spoliation des biens juifs est une véritable entreprise secrète qui a pour objectif d'alimenter les collections des plus hauts dignitaires nazis. Au cœur de ce réseau, l'infiltrée Rose Valland, inscriptions, tampons, numéros d'inventaire, voilà autant d'indices récoltés à l'insu de l'occupant. Le travail qu'elle réalise au jeu de paume est un vrai travail d'enquête. Elle transcrit au brouillon des informations qu'elle glane dans la journée pour les mettre au propre ensuite le soir et les transmettre à la résistance. Elle est aussi à faire les corbeilles à papier au jeu de paume où elle trouve des informations en allemand, une langue qu'elle maîtrise. Elle est à l'affût de toute information qui vont permettre, après la guerre, de retrouver une grande partie des œuvres d'art, pas toutes, puisque 40 000 œuvres d'art manquent à l'appel encore aujourd'hui. Rose Valland a reçu plusieurs distinctions comme la médaille de la Résistance en 1946 et la médaille de la Liberté des États-Unis en 1948. C'est ainsi que s'achève notre road trip hivernal. Alors n'hésitez pas bien sûr à piocher dans ces quelques idées de sortie et pour bien remplir vos week-ends en famille, entre amis ou en amoureux. Alors bien sûr, notre territoire regorge de bien d'autres richesses. Précipitez-vous donc sur le magazine papier édité par Isère Tourisme et le département. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois pour un numéro plus estival. D'ici là, amusez-vous bien.